En début de semaine, la story s'est interrogée sur l'avenir des hypermarchés à travers les difficultés du groupe Auchan. Un épisode qui est toujours disponible sur les plateformes de podcast et sur le site des Échos. C'est vrai que pousser un chariot dans les allées encombrées d'un immense hypermarché et faire la queue à la caisse pour la plupart des gens, ce n'est pas très glamour. Ma vision des courses a aussi changé. Comme moi, vous faites peut-être partie des 10 millions d'utilisateurs de l'application Yuka. Avec elle, je fais la chasse aux additifs alimentaires, au désespoir parfois de mes enfants qui me voient remettre en rayon certains gâteaux et autres pâtes à tartiner. Je suis Pierrick Fay, c'est vendredi, et aujourd'hui la story des Échos laisse sa place à un autre podcast maison, Take Off. Guillaume Brégeras a rencontré Julie Chapon, cofondatrice de Yuka. On sent qu'il y a un fort engouement, on sent qu'il y a énormément de bouche à oreille, on sent que ça intéresse les médias. Et donc oui, on le sent assez tôt. Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner, et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison de plus en plus nombreux. Bonjour, je suis Guillaume Brégeras et ce matin je vous invite à me suivre près de la place Clichy à Paris où nous allons découvrir les coulisses d'une appli qui a déjà séduit 10 millions d'utilisateurs en France. Celle qui me reçoit chez elle ne petit déjeune pas. Pourtant, elle révolutionne la manière dont les Français s'alimentent en leur permettant d'évaluer la qualité des produits en rayon. Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, ne s'arrête pas là. Elle vient d'étendre son service aux cosmétiques avec la ferme intention de forcer les industriels à proposer de meilleurs produits. Durant notre conversation, elle évoque la manière dont elle et son équipe ont dû faire face à une hypercroissance inattendue, mais aussi pourquoi elle refuse encore de jouer le jeu des levées de fonds. Désormais en quête d'un business model assurant la pérennité de Yuka, elle reste focalisée sur les besoins exprimés par ses utilisateurs et sur son impact social. Bienvenue chez Julie Chapon. Julie, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi à Paris. Avec plaisir. Et je commence toujours ce podcast par la question de la routine matinale. Et en préparant, en se confirmant le podcast, tu me disais que finalement, tu n'avais pas de routine matinale. J'ai pas de routine, c'est-à-dire que effectivement, je me lève, je me prépare et je file au travail. Je prends pas de petit déjeuner, je fais pas de yoga le matin. Bon, si ça m'arrive de temps en temps en vrai, mais j'ai pas de vraie routine. Je me prépare le plus vite possible pour être au plus tôt au travail. Et tu ne manges rien. Alors, est-ce que tu as trouvé aucun produit via Yuka qui avait grâce? En fait, je mange pas. Déjà, c'est une question de temps. C'est vrai que j'avoue que ça me fait gagner un petit peu de temps le matin. Et puis surtout, aussi une autre raison, c'est que on entend souvent que c'est mauvais de sauter le petit déjeuner. C'est quelque chose qu'on entend quand même assez souvent. Et en fait, c'est pas du tout vrai. Hein. Ça peut être tout à fait bénéfique de sauter le petit déjeuner. En fait, ça permet de faire un espèce de micro-jeûne, c'est-à-dire de ne pas manger entre la fin du dîner et le lendemain midi suivant. Ça fait un espèce de jeûne de 16 heures, un jeûne intermittent. Et en fait, c'est hyper bénéfique parce que ça permet vraiment de laisser ces organes digestifs au repos. Ils sont sollicités toute la journée. Et de les laisser un peu au repos, de les laisser éliminer toutes les toxines qu'on ingère, en fait, c'est hyper bénéfique. Et il y a plein d'études qui ont montré les bienfaits du jeûne, y compris du jeûne intermittent comme celui-ci. Donc voilà, en fait, c'est un peu une idée reçue qu'il faut manger le matin. Alors comment tu t'en sors? Parce que la vie d'entrepreneur est une vie très mouvementée et qui demande beaucoup d'énergie. Donc comment tu t'en sors? En fait, c'est pas de jeûner 16 heures qui ne donne pas d'énergie. Au contraire, manger des céréales le matin ou du pain avec de la confiture, c'est pas ça qui donne de l'énergie, parce que un apport de sucre comme ça important le matin, c'est justement ce qui fait que au milieu de matinée, on a un petit coup de barre, un petit coup de mou. C'est vraiment le fait de manger des sucres le matin qui est vraiment mauvais. Donc au contraire, faire un jeûne comme ça pas long, moi ça me pose aucun souci. Et alors comment tu es rentré un peu dans cette préoccupation du bien-être à travers ce qu'on mange? Est-ce que tu as été éduqué comme ça, ou est-ce que tu as rencontré un peu ce sujet au fil du temps?
Je l'ai rencontré au fil du temps. Alors, je n'ai pas été éduquée à ça. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu des parents qui ont fait attention à ce qu'ils nous donnaient à manger, mais comme bon, là, quand même la plupart des gens. Après, moi, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus tard, à m'intéresser à la composition idéale d'un repas, aux protéines, aux glucides, à comprendre un petit peu ce que c'était. Mais voilà, c'est pas aller plus loin. Et après, ça s'est vraiment construit au fur et à mesure du projet. Quand j'ai commencé le projet avec François et Benoît, où là, j'ai commencé vraiment à me passionner pour le sujet, à m'intéresser à plein de choses et à découvrir plein de choses. Et alors ce projet, on va en parler un petit peu, mais justement au début de ta vie professionnelle, tu étais de l'autre côté du spectre, puisque je crois que tu étais stagiaire chez des faiseurs d'agroalimentaire. Ouais, moi c'est vrai que j'ai toujours eu un attrait pour le milieu de l'agroalimentaire, pour tout ce qui touche à l'alimentation. Et j'ai fait une école de commerce et effectivement j'ai fait un premier stage, donc mes 2 stages de césure. J'ai fait un premier stage chez Nestlé et un deuxième stage chez Kraft Foods, qui est devenu Mondelez, où j'étais en marketing sur la marque Milka, ce qui était quand même assez rigolo. Et voilà, mais ces 2 stages m'ont fait me rendre compte qu'en fait, c'est pas de ce côté-là que j'avais envie d'être. Et voilà. Et donc, en fait, après, j'ai complètement abandonné cette idée de travailler dans le milieu de l'agroalimentaire, ou en tout cas en lien avec l'alimentation, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, en fait, non, c'est pas pour moi. Et voilà, en fait, j'y reviens quelques années plus tard. Qu'est-ce qui te bloquait à ce moment-là? Est-ce que tu te souviens un peu de ces premiers stages? Ce qui me bloquait, et pour autant je ne l'ai pas trouvé plus tard dans mon autre travail, mais c'était le manque de sens. C'est-à-dire que voilà, surtout en marketing, on peut vite tourner à des réunions, on passe 2 heures à choisir la couleur violette du packaging Milka. Et voilà, j'avais vraiment le manque, un gros manque de sens, un ressenti de manque de sens sur ce travail. Et je me disais que je pouvais quand même mieux investir mon énergie dans autre chose. Bon, il se trouve que j'ai pas jusqu'à Yuka, je l'ai pas mieux investi pour autant, mais voilà, je me suis dit, je pense que je peux trouver mieux. D'accord. Et ensuite, tu pars dans le conseil, c'est ça? Voilà. Voilà, je pars dans le conseil parce qu'en fait, je sors d'études, je sais pas ce que j'ai envie de faire parce que mes 2 stages m'ont pas convaincue. Donc, je suis un petit peu perdue et puis je me dis, bon, en fait, le conseil, comme ça, je vais voir plein d'entreprises, plein de missions différentes, plein de sujets. Et il y en a bien où je vais avoir une révélation et ça va être mon truc. Bon, il se trouve que j'ai passé 5 ans à me demander quel était mon truc et que j'ai jamais trouvé. Et voilà, mais... Et pendant ce temps-là, est-ce que tu continues à te former, entre guillemets, sur le sujet de l'alimentation? Est-ce que ça revient ou est-ce que tu en es complètement éloigné à ce moment-là encore? Non, j'en suis assez éloignée. Non, j'en suis assez éloignée. Je me dis, bah, tant pis, j'attends qu'un sujet dans mon cabinet de conseil me tombe et que j'ai une révélation. Déjà, quand même, dans le cabinet de conseil, je suis quand même assez attirée par toutes les problématiques d'innovation. Ça, c'est des problématiques qui me parlent. Malheureusement, j'ai peu l'opportunité de travailler sur ces sujets parce qu'on ne choisit pas trop ce qu'on fait dans un cabinet de conseil. Voilà, mais non, les sujets en lien avec l'alimentation, je les laisse un peu tomber, ouais. Et donc à ce moment-là, il y a un déclic, parce que je crois que c'est un hackathon qui est à l'origine de l'idée d'Yuka. Ouais. Raconte-nous un petit peu, parce que c'est à ce moment-là, tu étais encore jeune, hein, même si tu l'es encore aujourd'hui, mais à ce moment-là, tu es très jeune, tu es jeune professionnel, dans le monde professionnel. Et tu te lances dans ce hackathon. Et pourtant, c'est pas forcément ce que tu avais imaginé, ou la porte d'entrée que tu avais imaginé vers ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, alors bon, je suis pas si jeune puisque ça fait quand même 5 ans que je suis dans le conseil, donc je vais avoir 28 ans. Et effectivement, donc je suis vraiment à un moment où j'ai vraiment envie de partir de ce cabinet. J'ai vraiment envie de faire autre chose et je me suis remise à chercher du travail et je me dis bon, le problème c'est qu'en faisant mes recherches, je me rends compte que je sais toujours pas ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, je suis vraiment dans une démarche à ce moment-là de je change, je trouve autre chose, je fais autre chose de ma vie. Et il se trouve qu'à ce moment-là, donc j'ai un de mes très meilleurs amis, François, qui en fait s'est inscrit à un hackathon avec son frère parce qu'ils ont commencé à réfléchir à une idée d'objets connectés qui scanneraient des produits alimentaires. Comme ceux qu'on met sur le frigo, qu'on voilà, peut avoir. Un objet qu'on met sur le frigo et puis qui scannerait les produits. Et du coup, il me parle de ça, il me dit bah, viens participer avec nous au hackathon. Et je me dis ah bah c'est marrant parce qu'en plus le hackathon, moi j'en ai quand même beaucoup entendu parler dans mon cabinet de conseil. J'en vends à mes clients. Je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais fait. Bon bah allez, j'y vais. Et donc en fait, je passe un week-end avec donc François et son frère Benoît à travailler sur cette idée de projet de scan de produits alimentaires. Et voilà, et c'est vraiment là que j'ai une révélation parce que déjà je passe un week-end à bosser
Et je me rends compte qu'en fait, ça peut être sympa de bosser et qu'on peut aimer travailler. Y compris le week-end. Voilà, y compris le week-end. Que voilà, que la problématique me parle vraiment, de scan de produits alimentaires pour connaître leur impact sur la santé. Et puis, il y a un déclic par rapport à l'équipe, par rapport à François et Benoît, où on se rend compte que tous les trois, en fait, on est hyper complémentaires et qu'on peut hyper bien fonctionner ensemble. Et voilà, il se trouve qu'on gagne ce hackathon et que c'est vraiment ça qui nous lance. Et à la fin du hackathon, quand on gagne, on se dit, allez, on y va tous les trois. Mais est-ce que vous voyez tous les trois les challenges qu'il y a à concrétiser, à rendre cette idée qui est encore embryonnaire, vraiment comme une entreprise pérenne ? Ah non, pas du tout. En fait, quand on gagne ce hackathon et qu'on décide de se lancer là-dedans, on ne décide pas d'en faire une entreprise. C'est-à-dire qu'on a tous les trois un travail et on décide de faire ça en parallèle de notre boulot sans se dire on va construire une entreprise. C'est plus un hobby, un passe-temps et on ne se dit pas du tout on va faire de l'argent, on va faire une équipe, on va... Non, du tout. Voilà. Et donc les challenges, oui, on les voit, mais ce n'est pas des choses qui... Voilà, à l'époque, Yuka, c'est un objet connecté et donc on voit surtout le challenge technique. Puisqu'on est en train d'essayer de construire un prototype d'objet connecté avec des cartes, des fils, des diodes, etc. Donc voilà, à cette époque-là, on est plus dans ce challenge-là de réussir à construire un objet connecté, mais on ne se pose pas du tout la question du reste. Donc c'est pas du tout l'application telle qu'on la connaît aujourd'hui. À ce moment-là, c'est vraiment un objet. Alors, c'est ce qui est quand même assez rigolo, c'est que c'est un objet connecté, effectivement, mais l'objet, il est connecté à une application. Et en fait, l'application, à ce moment-là, on l'a quasi déjà développée. Mais on est convaincu que c'est via l'objet connecté qu'on va y arriver. C'est-à-dire que c'est vraiment l'époque, c'était il y a 3 ans, c'est vraiment l'époque où on ne fait que parler des objets connectés, c'est la nouvelle révolution, demain tous les objets vont être connectés, etc. Et les applications mobiles, au contraire, c'est un peu la fin, quoi. Il y en a trop, et puis c'est la fin. Et donc on se dit, non, on va pas sortir une énième application mobile qui va être au fin fond du téléphone, que personne ne va penser à ouvrir. On va faire un objet comme ça, quand on rentre chez soi, on le voit, on y pense. Voilà. Et donc on reste quand même sur cet objet d'idée d'objet connecté pendant bien 4 mois. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Et l'objet, on peut le voir encore, il est... Je pense pas qu'on ait gardé le circuit et les fils, etc. Ça, je pense que c'est parti à la poubelle. Mais on a une vidéo du pitch du hackathon où on voit François faire la démo avec l'objet connecté. Et on a gardé des espèces de prototypes 3D qu'on avait fait faire à des amis qui travaillaient là-dedans et qui nous avaient fait des espèces de prototypes 3D pour essayer de voir à quoi ressemblerait l'objet connecté. Alors, qu'est-ce qui fait la balance entre cette conviction profonde que c'est l'objet, ça va passer par l'objet, et finalement de vous retourner vers l'appli et de vous lancer là-dedans? Alors ça, ce qui fait ça, c'est un truc qui nous a toujours suivi par la suite, c'est les retours des utilisateurs, des utilisateurs potentiels à l'époque. À chaque fois qu'on parle du projet, puisqu'on parle très tôt du projet, je sais qu'il y a plein de gens qui évitent de parler du projet parce qu'ils ont peur qu'on leur pique l'idée, etc. Nous, au contraire, très tôt, on a parlé du projet à tout le monde. On a même fait un site web très tôt alors qu'on n'avait même pas l'application, etc. Et à chaque fois qu'on parle du projet et de l'objet connecté, les gens nous disent « c'est cool votre truc, par contre, l'objet, déjà, c'est trop tard, parce qu'il est sur le frigo, on rentre de course, c'est trop tard. En plus, ça va coûter cher. Moi, je ne me vois pas mettre 100 balles à la Fnac pour acheter un objet connecté. Et puis, du coup, vous vous coupez aussi de beaucoup de monde. C'est-à-dire que vous voulez rendre l'information plus accessible, mais en fait, vous ne la rendez pas plus accessible parce que ça coûte cher. Donc voilà, quand on a 1, 2, 3 retours comme ça, 10, 15, 20, on se dit, bon, ok, si tout le monde nous fait ce retour, il y a un moment, il faut peut-être écouter ce qu'on nous dit. Et donc voilà, c'est vraiment les retours des personnes à qui on en parle et des potentiels utilisateurs. Voilà. Et d'ailleurs, quand on a gagné le hackathon, la personne qui nous a remis le prix du hackathon a dit, Yuka, voilà, très bonne idée, avec ou sans objet. Voilà. Et donc voilà, c'était un peu aussi prémonitoire. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a suivis puisque maintenant les utilisateurs et leurs retours, c'est vraiment ce qui drive complètement la stratégie de Yuka. D'accord. Et à ce moment-là, vous êtes tous les trois pas encore à plein temps sur le projet. Et toi, tu décides de démissionner, tu quittes ton cabinet de conseil tout de suite ou tu attends encore un peu? Alors, je démissionne au mois de juillet et je termine au mois d'octobre. Donc, il se passe quand même presque un an.
La démission, le déclic, ça a été, parce qu'encore une fois, jusqu'à là, on avait vraiment l'objectif de faire un hobby, un passe-temps, mais pas une entreprise. On participe à un programme qui s'appelle Ticket for Change avec François. Ticket for Change, c'est un programme d'accompagnement de personnes qui veulent entreprendre de manière positive, c'est-à-dire faire un projet d'entreprise à impact positif pour la société. Et en fait, c'est en participant à ce programme qu'on a vraiment le déclic de se dire, en fait, on se retrouve avec 50 autres entrepreneurs qui veulent résoudre des problèmes de société. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont tous pris des risques pour monter leur projet. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de travailler, ils ont mis de l'argent de côté, ou alors ils ont complètement réduit leur niveau de vie. Mais en tout cas, ils sont tous à plein temps sur leur projet et ils se sont donné les moyens. Et nous, on est là avec notre boulot à côté et notre salaire confortable à la fin du mois, à faire ça le soir et le week-end. Et on se dit, bon, il y a un moment, soit on prend des risques et on y va et on se lance, soit on arrête, mais je veux dire, on ne va pas continuer à faire ça à moitié, ça n'a aucun sens. Et donc voilà, et donc c'est un déclic, et donc moi je démissionne. François, lui, il se met, vu qu'il gérait une agence web, il arrête plein de Le clients, personnel, et voilà. Et puis Benoît, lui, il a des enfants, c'est plus compliqué, donc il passe à mi-temps à son travail. D'accord. Et à ce moment-là, comment réagit ton entourage? Parce que tu étais en situation confortable, tu te lances dans l'entrepreneuriat, même si c'est un peu en vogue depuis quelques années, ça doit friter un peu. Ouais, alors mes parents, c'est compliqué. Donc j'avais évidemment commencé à un peu leur mettre quelques informations pour qu'ils comprennent qu'il y a un moment, ça allait peut-être se passer. Et je me souviens que je leur avais dit, je vais sûrement travailler que sur Yuka. Et puis ils m'avaient répondu, mais qu'est-ce que tu vas faire comme vrai travail à côté? Donc voilà. Et c'était très mal passé parce que j'étais dans le conseil, que j'avais fait des études, que j'avais un bon salaire, et puis de me retrouver à faire ça, voilà. Donc Ils sont convaincus aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ouais, mais le jour où j'ai démissionné pour vraiment leur annoncer, j'avais une boule au ventre pas possible, parce que je savais que ça allait être très compliqué. Et en fait, bizarrement, je pense qu'ils avaient mûri l'idée entre-temps. Et quand je leur ai appelé, mon père m'a dit, de toute façon, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc t'as raison, vas-y. Et évidemment, oui, maintenant ils sont convaincus. Et puis c'est les premiers ambassadeurs. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on se demande tous comment vivre, surtout en démissionnant. Certains arrivent à négocier des départs, ce qui leur permet d'avoir des assédiques. Toi, c'est pas ton cas. Donc comment tu vis au quotidien à ce moment-là? Alors, j'ai quand même réussi à avoir le chômage, pas par mon cabinet de conseil qui n'a pas voulu me donner une rupture conventionnelle, mais en fait, après, j'ai retravaillé quelques mois, quelques semaines, pour pouvoir bénéficier des allocations. Parce qu'effectivement, mon cabinet de conseil n'avait pas été très sympa là-dessus. Et François, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même gardé quelques clients en freelance. Donc, il continue à faire quelques heures par-ci par-là pour avoir un salaire. Et puis, Benoît, lui, il s'est mis à mi-temps, puis à 2/5. Et on a tous trouvé, en fait, tous les trois, on a trouvé une solution différente pour se financer au début du projet. Et ça a duré longtemps, je crois, avant que tu puisses te payer sur Yuka. Ouais. Donc, comment tu fais? Clairement, est-ce qu'il y a des tips que tu peux donner au quotidien pour réduire soit ton niveau de vie ou t'adapter en fonction des ressources? Ouais, en fait, ça paraît compliqué comme ça quand on s'est habitué à un niveau de vie assez élevé, mais en fait, c'est hyper facile de retrouver un niveau de vie plus simple et d'arrêter de consommer, ne serait-ce que des fringues. C'est vrai que je m'achetais beaucoup de fringues sans trop faire attention. J'ai arrêté de m'acheter des fringues parce qu'en fait, j'en avais déjà plein mes placards. De faire attention aux loisirs, de faire attention en fait, un peu au quotidien, de pas surconsommer en fait. Et ça, c'est une démarche aussi que j'avais déjà commencé à intégrer, qui est au-delà de l'aspect budgétaire, qui est la non-surconsommation. Et quand on a des enfants, par exemple, pour Benoît, par exemple, avant, souvent le week-end, ils allaient faire des sorties au cinéma, ou des choses qui coûtaient cher, surtout quand on a 2 ou 3 enfants. En fait, il s'est remis à faire des choses très simples, c'est-à-dire d'aller faire du vélo dans les bois. Donc ça nous a coûté, à aucun de nous trois, ça nous a coûté de baisser notre niveau de vie. On l'a fait assez facilement en arrêtant en fait de dépenser dans des choses assez futiles. Est-ce que tu doutes à ce moment-là, dans ce process-là, est-ce qu'il y a des moments de doute un peu ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que je me dis, si ça marche pas, tant pis, je ferai autre chose. Non, j'ai pas de... Oui, je me dis, j'ai des doutes sur le fait que ça marche ou pas, mais ça m'affecte pas. Je me dis, c'est pas grave, si ça marche pas, je trouverai autre chose, il n'y a pas de souci. Alors, Yuka, juste en petite parenthèse, le nom Yuka, il vient de la plante...
Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, Non, le nom, l'origine. donc je te fais la vraie histoire. En général, je la raccourcis un peu, mais le nom Yucca vient du Yucatan. En fait, donc Benoît, l'un de mes 2 associés, a une femme qui est originaire du Yucatan, Mélissa. Et donc Benoît et Mélissa se sont dit qu'un jour, ils retourneraient vivre au Mexique. Et du coup, Benoît s'est dit, quand j'irai vivre au Mexique, je monterai une entreprise là-bas, soit un petit hôtel ou un petit restaurant. Et donc, il avait déposé à l'époque des noms dans l'objectif de s'installer un jour au Mexique. Et il avait déposé le nom Yucca, puisque c'est dans le Yucatan. Et donc, quand on a lancé le projet, il a fallu créer évidemment une structure et déposer un nom. Et il nous a dit, moi, j'ai des noms de côté. Et puis, on a regardé, on a vu Yucca, on a dit, tiens, Yucca, ça sonne bien. Et on s'est dit, bon voilà, on prend Yucca et puis on se laisse le temps de trouver mieux avant le lancement. Et voilà, donc c'était vraiment, on l'a pris comme nom temporaire. Et puis il se trouve qu'on a fait plein de brainstorming avec des gens pour essayer de trouver un meilleur nom, parce qu'on n'était pas convaincus de Yucca. Et puis en fait, les brainstorming à la fin, ça donnait... On a échappé à quoi alors? Ouais, ça donnait des trucs improbables. Et puis les gens nous disaient, mais en fait c'est bien Yucca sinon. Et donc on a gardé Yucca. D'accord. Voilà. Et tu mentionnes le Yucatan, l'Amérique du Sud. Je regardais sur Instagram, ton compte était il n'y a pas longtemps en Amérique du Sud, en road trip je crois. Ouais. Et est-ce que c'est un endroit géographique qui compte pour toi? Est-ce que c'est... Ouais, alors j'y étais il n'y a pas longtemps, effectivement, j'étais il y a 1 an en Équateur. J'ai vécu aussi 1 an au Pérou, donc à Lima, qui est un peu mon second pays de cœur. Et je suis retournée beaucoup en Amérique latine, puisque après j'ai voyagé en Bolivie, en Colombie. Voilà, donc oui, c'est un continent que j'affectionne particulièrement. Voilà, et effectivement, il y a 1 an, j'y suis retournée en Équateur et je suis retournée à Lima, la ville dans laquelle je n'avais pas été depuis 5 ou 6 ans. Voilà, retrouver d'anciens amis. Et c'est compatible le voyage avec la vie d'entrepreneur? Oui, alors après c'est vrai que les 2 premières années, j'ai pas fait de gros voyages ni de grosses vacances. Maintenant là, ça devient plus facile. Après, je pense que c'est voilà, c'est à chacun de faire comme il le souhaite et de s'adapter. C'est pas 2 semaines de vacances sur un projet qui va faire planter dans tous les cas l'entreprise. Donc à un moment, il faut aussi se donner les moyens de lâcher et de partir. Mais oui, pour moi, c'est tout à fait compatible. Et en vrai, j'aurais pu partir la première année. Je l'ai pas fait parce que j'étais à fond et que j'avais pas envie de partir. Mais j'aurais complètement pu, ouais. Et donc, tu mentionnes la première année de Yucca qui est évidemment clé. Quand je revoyais quelques chiffres que tu annonçais à l'époque, même il y a 1 an, on veut dire, il y avait 1 million d'utilisateurs. Aujourd'hui, tu en as 8 millions. Enfin, alors là, on est à 9,3 millions, donc on n'est pas loin des 10 millions. Ouais. D'accord. Cette croissance-là, tu la perçois assez vite? Ouais. On l'aperçoit assez vite parce qu'en fait, on est un peu entouré et coaché par différentes personnes, dont une personne qui est... Donc moi, j'ai fait l'EDEC comme école. Et il y a le directeur de l'incubateur de l'EDEC qui nous accompagne dès le début, qui est d'une grande aide pour nous. Et il nous dit, bon voilà, des applications, j'en ai vu plein se lancer. J'en ai vu plein se planter, d'ailleurs la majorité. Si jamais, au bout d'1 an, vous n'avez pas 10 ou 20 000 utilisateurs, honnêtement, arrêtez. Et donc, on se dit, OK, voilà, c'est l'objectif, 10 à 20 000 en 1 an. Si on n'est pas, on arrête, on ne s'acharne pas. Ça ne sert à rien, on arrête. Et il se trouve qu'on lance l'application uniquement sur iPhone dans un premier temps, qui n'est pas la majorité du marché, hein, qui est plutôt 30, ça doit être entre 30 et peut-être 40% du marché, mais pas plus. Et juste sur iPhone, au bout de 6 mois, on est à 100 000. Et donc, voilà, on sent que le truc, on sent que quelque chose se passe, on sent qu'il y a un fort engouement, on sent qu'il y a énormément de bouche à oreille, on sent que ça intéresse les médias. Et donc, oui, on le sent assez tôt. Alors après, effectivement, la croissance, elle est exponentielle, hein, puisqu'on passe les 100 000 à 6 mois, et au bout d'1 an, on est à 1 million. Et là, un peu plus d'1 an plus tard, on est à presque 10 millions. Mais du coup, on le sent assez vite dès le début, parce que c'est vrai que pour une application, d'avoir 100 000 sur une seule des 2 plateformes en 6 mois, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Ouais.
Et sur les premiers éléments de l'appli, est-ce que tu as changé des choses en cours de route parce qu'il faut adapter la croissance, une vitesse pareille, c'est assez rare. Donc, est-ce que tu adaptes des choses? Alors, l'application en elle-même, elle a peu évolué, sauf qu'on a quand même lancé les cosmétiques entre-temps, mais sinon, ce qui était à la base a peu évolué. Ce qu'on a dû beaucoup adapter, c'est l'infrastructure et notamment le back-end. Donc, le back-end, c'est toute la partie qu'on ne voit pas, qui gère la base de données, puisqu'on a aujourd'hui une base de données de 600 000 produits à gérer. Et c'est cette base de données-là ce back-end qu'on est obligé d'adapter parce qu'en fait, on se rend compte que, par exemple, quand on a un passage média, en fait, notre infrastructure, elle ne tient pas. Donc, tu t'en souviens de la première fois, justement, la première fois que ça crache? Ah ouais. En fait, à quasi chaque passage média un peu important, donc une grosse radio, une grosse télé, l'appli, elle plante, en fait. Et on n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question d'augmenter le nombre de serveurs ou quoi que ce soit. C'est juste que notre infrastructure, elle n'est pas adaptée à des pics comme ceci. Donc en fait, c'est hyper frustrant pour nous parce qu'à la fois, on a des super passages médias qui nous permettent de nous faire connaître. Mais en fait, les gens qui essayent de télécharger l'application à ce moment-là, en fait, elle ne marche pas, l'appli. Donc les gens se disent, c'est pourri ce truc. Donc voilà, on est obligé d'adapter ça. Mais du coup, c'est une bonne chose, en fait, parce que du coup, cette croissance fait qu'on s'adapte très vite et qu'on fait évoluer très vite aussi toute cette infrastructure. Et voilà, et on reconstruit de zéro quasi ce back-end, cette base. Et vous êtes toujours tous les trois à ce moment-là? Ou vous avez déjà commencé un peu à recruter? On est toujours tous les trois. On a commencé à recruter des stagiaires. Donc, on a une première stagiaire qui nous rejoint et ensuite, on a 2 stagiaires qui nous aident. Elle m'aide beaucoup sur un gros sujet qui est le service client. Bon, client, même si ce n'est pas des clients puisqu'ils ne payent pas vu que l'application est gratuite. Mais on reçoit énormément de retours de nos utilisateurs depuis le début. Et au début, c'est moi qui réponds à tout le monde. Et puis, en fait, au bout d'un moment, quand je reçois 300 messages par jour, je ne peux plus gérer toute seule. Et puis, j'ai plein d'autres sujets à gérer. Donc, voilà, elle m'aide beaucoup là-dessus. Elle m'aide aussi sur la com, etc. Donc, voilà, au début, on est encore tous les trois et avec 2 stagiaires. Ouais. Et à ce moment-là, tu es à la Station F, c'est ça? L'équipe est installée à la Station F encore ou pas? Alors, au tout début, l'équipe est installée dans les bureaux de mon ancien cabinet de conseil, qui n'a pas voulu accepter de me donner une rupture conventionnelle, mais qui a quand même accepté de nous donner des bureaux. Et donc, on est à La Défense. Donc, c'est assez marrant parce que moi, je quitte mon boulot. Et en fait, je quitte mon boulot le vendredi. Et en fait, le lundi suivant, je reviens au même endroit, en fait. Mais c'est juste que j'ai plus la même casquette. Donc, on est hébergé là pendant quand même bien 6 mois. Et ensuite, effectivement, on entre à la Station F le jour de l'ouverture de la Station F. Donc en juillet 2017. Et on y reste 1 an. Là, jusqu'au mois de juillet 2018. Et quel souvenir tu en as? Je crois que tu es contente de ce passage-là, mais aussi avec un regard un peu critique? Ouais, non, je suis super contente parce que la Station F, c'est quand même un endroit assez incroyable, ne serait-ce que esthétiquement. Et c'est un cadre de travail génial, hein, surtout que nous, on arrivait de la Défense, d'une tour de la Défense. Donc, clairement, pour nous, c'est la révolution. En plus, on vit les tout premiers jours, les toutes premières heures de la Station F. Donc, c'est vraiment génial. C'est un lieu qui est hyper inspirant et on s'y sent vraiment bien pour bosser. Après, quand on arrive à la Station F, on est 3. Quand on la quitte, on est 6. Et en fait, à partir de 5-6, on commence à sentir les limites. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'endroit à nous pour se réunir, pour faire des points. Il n'y a pas beaucoup de salles de réunion. C'est difficile de créer une vraie culture d'entreprise parce qu'on est baigné au milieu de plein d'autres entreprises. Donc voilà, c'est très très bien au début, c'est très très bien quand on n'est pas nombreux. Et puis après, en grandissant, c'est quand même plus très adapté. Et à ce moment-là, j'imagine que les investisseurs commencent un peu à faire la danse du ventre, puisque ça commence à se savoir que Yuka marche très bien. Il y a très très peu d'exemples, on l'a dit, d'applications, notamment françaises, grand public, qui fonctionnent. Comment tu les accueilles? Comment tu les gères à ce moment-là? Alors c'est vrai que depuis assez longtemps, on a effectivement beaucoup de demandes d'investisseurs qui nous contactent. Après, nous, on n'est pas dans une optique de faire une levée de fonds, donc je leur dis tous que non. Et après, on commence à se dire que la levée de fonds, finalement, si on veut accélérer un peu la croissance, parce qu'en fait, la croissance est tellement forte qu'on a du mal à gérer. Et pour pouvoir gérer, il faut pouvoir être plus nombreux, il faut pouvoir recruter. Et pour pouvoir recruter, il nous faut des sous. Et à donc, ce moment-là, l'appli est toujours gratuite, il n'y a pas de business derrière. Exactement, l'appli est gratuite et en fait, on a un choix à faire qui est soit on lance les cosmétiques en mode payant, et c'est notre business model, et on se rémunère comme ça, soit on lance les cosmétiques en gratuit, mais on fait une levée de fonds. Et le choix s'est fait parce que Yuka, depuis le début, notre objectif, c'est de maximiser notre impact social. C'est-à-dire le plus gros impact possible positif sur la société. Et on se dit, si on met les cosmétiques en payant, ça va couper l'accès
à toute une partie de la population. Et donc, en fait, on maximise pas notre impact social. Donc, tant pis, on fait les cosmétiques gratuitement. On fait une levée de fonds, même si on n'a pas très envie d'en faire une. Mais voilà, comme en fait, on est un peu dans une position de force, que Yuka est assez visible, ça nous permet vraiment de choisir avec qui on fait notre levée de fonds. C'est-à-dire que déjà, on ne prend pas de fonds d'investissement pour ne pas avoir de contraintes de rentabilité, etc. On ne choisit que des business angels, des gens qu'on connaît déjà en fait un peu parce que c'est des entrepreneurs comme nous qui sont passés par là avant nous. Et puis, tu peux en citer un ou deux? Ouais, dans les entrepreneurs, il y a Guillaume Gibaud du Slip Français, il y a Céline Lazorte de Litchi, il y a Hugo Salé de Pumpkin, il y a Damien Morin de Save. Voilà, donc c'est des entrepreneurs que j'ai déjà en fait en général rencontrés, etc., avec qui on s'est bien entendu, qui ont aimé le projet. Et voilà, c'est des entrepreneurs qui investissent dans Yuka pas pour qu'on fasse un x10 dans 3 ans et qui vont nous pousser à rentabiliser au maximum, mais c'est vraiment juste des gens qui croient dans le projet et qui vont nous laisser un peu gérer notre truc de manière assez indépendante et libre. Mais à ce moment-là, encore une fois, les fonds sont, j'imagine, très présents. Ouais. Comment tu les éconduis de manière un peu ferme, ou tu te dis un jour peut-être que ça peut être un moyen justement d'accélérer encore plus vite, et tu gardes l'idée dans un coin de ta tête? La plupart, je leur dis non, c'est pas du tout l'état d'esprit de Yuka. J'en rencontre un ou deux qui ont quand même une poche réservée au projet à impact social et pour lesquels je me dis ça peut être intéressant parce qu'ils ne travaillent pas forcément de la même manière. Je les rencontre, mais je me rends compte qu'effectivement c'est pas du tout aligné avec nous ce qu'on veut. Et donc voilà, au bout d'un moment, non, je dis non. Après, la seule structure qu'on rencontre, mais qui n'est pas un fonds, c'est une structure qui s'appelle Investir et Plus, qui est une structure qui investit dans des projets à impact social. Ah oui, on a aussi Kima de Xavier Niel. Mais voilà, c'est un peu business angel. Voilà, ça se rapproche plus d'un business angel. Et voilà. Et en fait, nous, la levée de fonds, on l'a fait dans des conditions où on dit aux investisseurs potentiels qu'on rencontre, on dit voilà, nous, c'est comme ça aujourd'hui. Nous, on ne veut pas créer de board déjà, parce qu'on veut rester maître des décisions. Parce que Yuka, c'est nous qui le connaissons mieux que personne. Alors, on est tout à fait OK pour prendre des conseils, etc. Mais on ne veut pas qu'il y ait des personnes... Donc vous investissez, mais vous n'avez rien à dire. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, on préfère ne pas faire de levée de fonds que de faire une levée de fonds. Il y a des gens qui vont pouvoir contrôler notre entreprise alors qu'ils ne la connaissent pas forcément. Moi, jamais je me permettrais d'aller, même en étant entrepreneur, d'aller prendre des décisions dans une autre entreprise que je connais à peine, en fait. Je baigne pas dedans au quotidien, voilà. Et donc, voilà. Donc, elle se fait comme ça, la levée, c'est-à-dire qu'il y a que des personnes... Les personnes qui nous suivent, ce sont que des personnes qui sont OK avec ça, OK avec le fait de... ne pas avoir de pouvoir de décision sur la stratégie de l'entreprise. Et très clairement, moi, je leur dis, nous, Yuka, on ne veut pas faire une croissance financière, on veut faire une croissance d'impact social. Et donc, si vous venez avec nous pour qu'on revende dans 3 ans et faire un x10, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, donc voilà. Donc, en fait, sachez-le. Voilà, donc en fait, ça fait une sélection naturelle. Nous, on n'a absolument pas pour projet de revendre l'entreprise, on n'a pas l'intention non plus de faire une seconde levée de fonds. Voilà, et ça, ils le savent dès le début, c'est-à-dire qu'on est hyper transparent là-dessus. Et donc, ceux qui nous suivent, en fait, ça permet vraiment de sélectionner des personnes qui nous suivent, qui croient vraiment dans le projet, dans le fond du projet. Et ça, c'est hyper important pour nous. À ce moment-là, donc, tu comprends quand même qu'il faut trouver une certaine forme de rentabilité pour que le projet soit pérenne. Ouais. Donc, quel curseur tu places et est-ce que tu doutes sur ces curseurs? Est-ce que tu challenges tes idées avec d'autres ou ça se vient assez naturellement? Ça vient assez naturellement et depuis le début on fait la levée de fonds, mais avant la levée de fonds, on a déjà de l'argent qui rentre dans l'entreprise parce qu'on a déjà développé des pistes de business model. On a développé un programme nutrition. Suite au succès du blog, on a développé un formulaire permettant aux personnes de nous faire des dons. Et ça nous fait quand même vivre à 5, voire 6 personnes à la fin. Donc voilà, et on a plein d'autres pistes de business model, et notamment, évidemment, de monétiser l'application. C'est-à-dire de laisser gratuit tout ce qui est gratuit, mais de lancer une version payante, comme la plupart des applications, qui permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires, et ça, on l'a en tête depuis quand même assez longtemps. Et aujourd'hui, c'est encore état d'embryonnaire. La version premium n'est pas encore... Alors, elle a été lancée sur Android. Sur Android, ouais, voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas vu passer. Elle a été lancée il y a 1 mois sur Android. Elle n'est pas encore sur iPhone, mais elle devrait y être dans 2 semaines, si tout va bien. Et qu'est-ce qu'elle permet alors? Alors, aujourd'hui, elle permet 3 choses. La première chose, c'est de pouvoir scanner sans réseau, puisqu'on a quand même beaucoup de supermarchés où ça ne capte pas. Elle permet de rechercher un produit
sans avoir à le scanner. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'analyse d'un produit. Quand on le scanne, on ne peut pas rechercher un produit qu'on n'a pas sous la main. Et dernière chose, elle permet d'accéder à un historique illimité, parce que sinon, l'historique, aujourd'hui, il est limité à 50 produits. Et du coup, les personnes qui souhaitent remonter sur des anciens scans ne peuvent pas. Voilà, ce sont les 3 choses que ça fait aujourd'hui. Et la 4e, qui est en cours de développement, qu'on va intégrer à ça, c'est la détection d'allergènes et d'éléments indésirables. Donc là, ça va être tout ce qui est gluten, lactose, huile de palme, etc. Là, ce sera vraiment de la personnalisation de profil. C'est-à-dire que moi, je vais dire, voilà, je suis intolérante au lactose. Et donc, je vais avoir une alerte dès que je scanne. Dès que tu scannes un produit. Ouais, voilà. On a beaucoup de demandes là-dessus. Encore une fois, c'est les retours utilisateurs qui drivent la stratégie. Et donc, voilà. Et les premiers retours, là, depuis un mois, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Non, ça se passe très bien. Pour l'instant, on n'a pas de plainte. Les gens sont contents de pouvoir scanner sans réseau dans leur supermarché en sous-sol. Donc non, pour l'instant, on est très contents. Ouais. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, on va en parler un petit peu, c'est les cosmétiques. Est-ce que c'était une idée... Donc, c'est Yuka, pour ceux qui ne connaissent pas, appliqué aux cosmétiques. Donc, tu peux scanner un produit cosmétique et avoir les composants, savoir s'il est bon, médiocre ou carrément pas bon du tout. Est-ce que vous avez cette idée assez tôt déjà, et à quel moment vous souhaitez, vous dites c'est le bon moment pour y aller? Alors donc les cosmétiques qui sont dans la même application qui permet de tout scanner, c'est pas du tout un truc qu'on a en tête au début. En se lançant, on se dit pas tiens, on pourra potentiellement, pas du tout. En revanche, très tôt, c'est un des premiers retours de nos utilisateurs. Mais vraiment très très tôt. C'est-à-dire que le premier mois où on se lance, les gens nous écrivent et nous disent c'est super ce que vous faites, l'appli elle est super. Ce serait quand même hyper cool que vous fassiez la même chose pour les cosmétiques parce que là c'est hyper compliqué aussi. Et donc voilà. Et là on reçoit mais vraiment des dizaines de retours là-dessus. Maintenant, c'est un chantier qui est énorme parce qu'en fait c'est quasi reconstruire une appli, même si on utilise la même structure, c'est reconstruire tout un truc. Donc on se dit d'abord, l'objectif numéro 1, c'est que l'application soit stable, qu'on arrive à gérer la croissance, à absorber la croissance, etc. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Et une fois qu'on arrive à ça, on se lance sur le projet des cosmétiques qu'on sort du coup en juillet 2018. Ouais, c'est ça, juin-juillet 2018. Donc voilà, c'est un projet qui nous a pris du temps, mais vraiment, c'était le retour numéro 1 de nos utilisateurs depuis quasi le début du projet. Et pourquoi les cosmétiques? Donc c'est eux qui le demandent, mais est-ce que tu avais d'autres choses? Est-ce que ça peut être les vêtements qu'on porte, notamment on parlait des bébés, ça peut être ça? Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Aujourd'hui, donc nous vraiment on se base que sur la demande des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer sur un truc où on ne sent pas de vraie demande. Donc ça c'était la demande. Quand je dis cosmétiques, c'est cosmétiques produits d'hygiène, ça va être tout ce qui est shampoing, gel douche, etc., dentifrice. Aujourd'hui, la demande qu'on a, c'est pas en projet, mais la demande qu'on a le plus, c'est surtout sur les produits d'entretien. Alors, on a beaucoup de demandes sur les produits d'entretien, produits ménagers, et on a aussi beaucoup de demandes sur les produits pour animaux, pour chats, pour chiens, etc. Maintenant, ces 2 sujets-là, pour l'instant, c'est pas en projet. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de choses à faire là avec les cosmétiques et l'alimentaire, donc c'est pas pour tout de suite. Alors, sur les cosmétiques, on me dit, certaines personnes aux échos me disent que désormais, certains gros acteurs soumettent leurs produits avant de les mettre sur le marché à Yuka pour savoir quelle va être la note. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vous avez réussi à avoir ce pouvoir-là? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, pas que sur les cosmétiques, c'est vrai sur l'alimentaire aussi et sur les cosmétiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on a plein de marques qui nous contactent et qui nous disent voilà, je suis en train de développer une nouvelle gamme ou je suis en train de voir la composition de tel produit. Et elles nous envoient les compositions en amont pour qu'on leur dise non, ça va pas être bon parce que vous avez mis tel ingrédient qui est hyper controversé ou parce que le taux de sel ou parce que. Ça de plus en plus, ouais. Et donc, vous vous êtes pas dit à un moment donné, faut les faire payer ou... Parce que c'était un peu la question souvent qui revient, c'est est-ce que Yuka est indépendant? Donc là, tu l'as expliqué, c'est le cas. Ouais. Mais je crois qu'il y avait des modèles de business à un moment donné que vous aviez évalués pour faire payer les marques. Ouais. En fait, c'est un sujet hyper délicat parce que à la fois, pour nous, si on veut maximiser notre impact, c'est hyper intéressant pour nous de pouvoir effectivement aider les marques à faire des meilleurs produits.
et donc de répondre à ces interrogations, etc. Maintenant, effectivement, si on le fait gratuitement, nous, ça nous coûte. C'est-à-dire que on n'est pas non plus des bénévoles au service des industriels. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait gratuitement. Maintenant, effectivement, on se pose la question de voir si on va pas, vu qu'on reçoit de plus en plus de demandes et que ça nous prend quasi une personne à plein temps. C'est énorme pour nous, une personne à plein temps avec les revenus quand même limités qu'on a. Donc on est quand même en train de se poser la question de oui, est-ce qu'on fait payer cette analyse aux marques, sachant que ça n'impacte pas l'indépendance dans la mesure où en fait ça n'intervient pas sur la notation et sur les recommandations des produits, qui est le cœur de l'appli. Voilà, c'est une question qu'on se pose en ce moment. Pour l'instant, c'est gratuit, on le fait gratuitement, mais on va voir comment on peut faire évoluer ça de manière intelligente et sans compromettre l'indépendance. Et alors comment vous gérez les mécontents, parce qu'il y a un sacré paquet. Lorsqu'on scanne un produit, on a une recommandation s'il est mauvais, donc j'imagine que c'est souvent le concurrent. Comment vous gérez ça ? Alors sur les recommandations, ils se plaignent pas trop parce que c'est pas forcément le concurrent. C'est-à-dire qu'il y a des marques où en fait dans une même gamme ils vont avoir le produit classique et puis le produit moins salé ou le produit sans nitrite ou voilà. Donc c'est pas forcément des recommandations d'une marque différente parce que souvent les gammes sont assez larges. Et du coup non, ils se plaignent pas trop en fait. Je pense que les marques elles ont vraiment pris conscience qu'en fait elles ont plutôt que de se plaindre intérêt à juste améliorer leurs produits en fait. Donc non, ça se passe relativement bien. On a quand même des échanges assez cordiaux avec les marques et les groupes agroalimentaires et cosmétiques. Est-ce que tu as en tête un produit, soit alimentaire ou cosméto, dont la composition aurait évolué grâce à Yuka ? Alors, des produits dont la composition a évolué, que ce soit alimentaire et les cosmétiques, on en a vu passer plein. Maintenant, bien évidemment, il n'y a aucune marque qui aujourd'hui quasiment pas de marque qui aujourd'hui disent publiquement oui, ça a changé à cause ou grâce à Yuka. Les marques aujourd'hui, quand elles sont interrogées sur le sujet, elles disent non, mais oui, ça a joué, mais on y pensait déjà avant et on avait déjà commencé à travailler sur le sujet avant, parce qu'évidemment, ce serait un aveu de faiblesse de dire oui, Yuka nous a montré qu'on faisait mal et on a changé. Donc voilà, évidemment qu'on a joué un rôle. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas dire c'est grâce à nous, puisqu'il faudrait que la marque elle-même le dise, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tu parlais de vouloir changer la société, donc c'est le cas aujourd'hui en France, c'est le cas maintenant en Belgique, puisque Yuka s'est lancé en Belgique. Quelles sont les limites ? Jusqu'où tu peux imaginer emmener cette application ? Y a pas, en soi, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que l'avantage quand même d'une application et du digital, c'est quand même de pouvoir scaler de manière hyper facile, entre guillemets. Enfin, facile, c'est un grand mot, mais c'est pas comme quand on fait un projet qui nécessite d'avoir des magasins ou des endroits de stockage. Ou, voilà, nous, c'est une application mobile, c'est scalable beaucoup plus facilement. Donc, en soi, il n'y a pas de limite. Maintenant, effectivement, notre objectif, c'est d'abord l'Europe et après, potentiellement, effectivement, les États-Unis, le Canada, voilà. Il y a déjà des applis concurrentes qui s'adressent un peu au même marché ? Alors, en Europe, pas trop. Non, je n'en connais pas. Aux États-Unis, oui, j'ai entendu parler d'une ou deux applications. Mais a priori, pas non plus trop téléchargées jusqu'à présent ou trop visibles. Maintenant, c'est vrai que comme les États-Unis, c'est en projet, mais pas pour tout de suite. C'est pas un marché qu'on a creusé aujourd'hui. Donc, j'avoue que je ne connais pas assez bien le marché pour répondre. Ça se trouve, il y a une grosse appli et on n'est pas au courant. Et voilà. Et c'est souvent un marché, le marché américain, qui demande beaucoup de fonds. On en revient un peu à la même question, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu penses que tu auras assez de capitaux pour grandir là-bas, ou alors tu envisages d'ouvrir le capital de l'entreprise pour pouvoir accélérer ? Non, on n'envisage pas d'ouvrir le capital de l'entreprise. On envisage de développer notre business model via le premium pour nous permettre potentiellement de recruter une personne supplémentaire pour gérer les États-Unis. Mais encore une fois, je veux dire, d'un point de vue purement technique, ouvrir l'appli aux États-Unis, c'est juste cliquer sur un bouton dans l'App Store et le Play Store pour ouvrir l'application. Maintenant, effectivement, ça a plein d'autres implications. Il faut gérer la langue, il faut gérer des réglementations qui sont potentiellement différentes, etc. Mais non, on n'a pas pour objectif de faire une seconde levée pour pouvoir s'ouvrir aux États-Unis. Et si aller aux États-Unis doit nécessiter une seconde levée, on n'ira probablement pas. D'accord, tu préfères ne pas faire croître l'entreprise ou Yuka plutôt que d'ouvrir le capital. En fait, si on n'arrive pas à aller aux États-Unis sans faire de levée, ça veut dire que notre business model en Europe, on n'a pas réussi à faire un business model suffisamment puissant et rentable pour gérer les États-Unis. Donc si on n'a pas réussi à le faire à l'échelle de l'Europe, on n'arrivera pas à le faire à l'échelle mondiale. Et
les levées de fonds, c'est bien à un moment, mais il y a surtout un moment où il faut arriver à être autonome financièrement. Et on n'a pas envie de vivre d'injections financières d'investisseurs. Donc, si on n'a pas réussi à être rentable et avoir un business model qui nous permet de gérer nous-mêmes les États-Unis sans faire de levée, c'est qu'on aura échoué un peu aussi. Dans ce milieu des startups, on doit te regarder avec des yeux ébahis sur cette question. La plupart passent leur temps à essayer de lever des fonds. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Maintenant, je trouve qu'on en revient aussi un peu de ça. On entend maintenant quand même de plus en plus de discours qui disent un peu l'inverse, qui disent quand on ne fait pas de levée, finalement, c'est une réussite. C'est vrai que ça a été beaucoup, beaucoup valorisé, où c'était à concours de qui a levé le plus dans la presse, etc., ce qui n'avait vraiment pas de sens. Maintenant, je trouve qu'on en revient quand même un peu. Et que y a plein d'entrepreneurs qui sont aussi probablement rendus compte que faire une levée, c'est quand même beaucoup de contraintes, beaucoup d'emmerdes, beaucoup de temps passé à faire la levée plutôt qu'à développer son projet. Donc voilà, je trouve qu'on en revient quand même un peu et qu'on prend quand même un peu conscience que la levée, c'est pas la solution ultime. Et vous en parlez un peu entre vous de cet écosystème français quand même qui est en pleine expansion avec des réussites de plus en plus fortes. Est-ce que tu regardes autour de toi? Est-ce que tu vois certaines choses qui te plaisent, des entreprises? Ouais, bien sûr. On regarde autour de nous, oui. Et puis on échange pas mal avec d'autres entrepreneurs qu'on aime bien. Avec, bien sûr, on suit pas mal. Moi, il y a plein de projets qui me parlent et que je trouve super. Comme lesquels? Donne-nous un exemple ou deux. Moi, par exemple, j'adore Too Good To Go, qui a quand même réussi aussi à aller à l'international. Alors, je ne sais plus dans combien de pays ils sont aujourd'hui, mais je crois que c'est au moins 7 ou 8 pays. Je trouve qu'ils ont réussi à faire un super truc. Et pareil, ils sont là pour résoudre un problème de société qui est le gaspillage alimentaire. Et moi, c'est des choses qui me parlent. Après, dans un tout autre domaine, il y a des applications comme Zenly qui ont aussi qui sont quand même des belles réussites quand on arrive à se revendre comme ça. Il y a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit Bambou. Je trouve qu'il y a une belle réussite aussi. Petit Bambou, c'est une appli de méditation. Ouais, c'est ça, une appli de méditation. Bon, voilà, je ne cite que des applications mobiles parce que évidemment, c'est le sujet qu'on regarde le plus. Mais voilà, après, il y a probablement plein d'autres trucs que là, j'ai pas en tête. Mais Sur la culture d'entreprise que tu mentionnais tout à l'heure, est-ce que tu as grandi aussi sur ce sujet au fur et à mesure que tu as fait grandir la boîte? Et aujourd'hui, comment tu définirais la culture d'entreprise de Yuka? Alors, en fait, nous, on n'a pas défini très concrètement la culture avec des valeurs. C'est quoi les valeurs de Yuka, les 3 valeurs fondamentales, etc. On n'a pas fait ce travail-là, on n'a pas fait ça. Maintenant, ce qui nous réunit un peu tous aujourd'hui, donc nous 3 et puis les 6 salariés qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est déjà quelque chose qui tourne autour de la bienveillance. Ça, c'est hyper important pour nous. C'est vraiment d'être dans je pense qu'on a tous les 3 été dans des entreprises où on n'a pas forcément eu toujours de bienveillance et que c'est quelque chose dont on a un peu souffert. Et donc aujourd'hui, on veut vraiment qu'il y ait un vrai climat de bienveillance envers tout le monde, un vrai climat de confiance. Et après, ce qui nous réunit aussi, c'est vraiment la mission du projet. C'est vraiment de changer le monde, de contribuer à changer le monde. Ça, c'est aussi un truc qui nous réunit tous. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est là juste parce que Yuka, c'est un peu visible en ce moment et que du coup, c'est cool de travailler à Yuka. Non, c'est vraiment des gens qui sont vraiment touchés par le projet. Et ça, c'est hyper important pour nous. Ouais. Et une dernière question sur l'avenir. Donc Yuka prend ton temps, évidemment, j'imagine, complètement. Mais est-ce que tu as d'autres envies déjà? Est-ce que tu peux t'imaginer dans l'après Yuka? Pas du tout. Non, pas du tout. Là, j'ai pas du tout été au bout de ce que je peux faire à Yuka. Le projet est encore en plein développement. Il y a encore 1000 choses à faire. Donc là, non, je n'ai jamais réfléchi à ça et je m'imagine même pas du tout aujourd'hui faire autre chose que Yuka parce que je pense qu'on a encore beaucoup à y faire. Et j'ai encore envie d'y faire plein de choses. Ouais. Ok, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Julie. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous venez d'écouter Tech Off. Un grand merci pour votre soutien, vos encouragements et vos critiques. Votre aide est précieuse, alors n'hésitez pas à nous en faire part et à vous abonner sur iTunes, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.